Mesdames, Messieurs, merci de faire le choix de l'excellence une fois de plus pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons cette édition par cette information. L'Assemblée nationale a procédé aux derniers travaux de la mise au point de ses organes ce mardi 15 octobre. L'hémicycle a fait connaître le membre du comité de gestion de 11 commissions permanentes telles que prévues par le règlement d'ordre intérieur. Pacifique Moukena. Tel que validé à l'issue de la plénière du samedi 5 octobre, l'Assemblée nationale a dévoilé la composition du bureau de commission parlementaire permanente. Une double mission est assignée à ces organes au terme de l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale. Ces commissions assurent l'information de l'hémicycle pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du gouvernement. En outre, elle prépare aussi le débat législatif en séance publique. Chaque commission est composée d'un président, du premier vice-président, du deuxième vice-président et des 2 rapporteurs. La première commission, commission politique, administrative et juridique, chapeautée par André Mbata, cadre du parti au pouvoir. La commission économique, financière et contrôle budgétaire, avec comme président Guy Mafuta, cadre du TDC. La commission de défense et sécurité, dirigée par Rubens Mikindo, cadre de l'UDPS. La commission de l'environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, à la tête, Adrien Bokele, cadre de l'UNC. La commission des relations extérieures, sous la direction de Berthold Ulungu, de la FDC et alliés. La commission de suivi et évaluation de l'exécution de lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques sous le commandement de Singoma Mwanza, membre de l'AAP Code. La commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication sous la houlette de Caroline Mbemba, membre de MLC et alliés. La commission sociale et culture, dirigée par Dorothée Madia de la Dynamique Agissant. La commission droits de l'homme, sous la direction de Boris Mboukou, cadre de Ensemble. La commission égalité des chances, famille et enfants, qui est une nouvelle appellation de la commission genre, famille et enfants, présidée par Percy Nzouzi de l'UDPS. Et enfin, le comité de sages sous la présidence de Clotilde Kapinga, membre du parti présidentiel. Ces commissions permanentes se mettent chacune à l'œuvre pour le bon fonctionnement de la Chambre des élus du peuple, selon les tâches de chaque commission. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, participe à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire et réunion connexe qui se tient à Genève en Suisse. Les débats généraux portent sous les thèmes « Exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable ». Commencé le 13 octobre, c'est le jeudi 17 octobre 2024 que vont se clôturer ces travaux. Rachel Loupia. Au nom de la RDC et du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la Chambre haute du Parlement congolais a exprimé l'intérêt qui relève la bonne initiation et les services bénéfiques de la science, des nouvelles technologies et des initiations pour tous les pays du monde. La science, la technologie et l'innovation offrent à nos États les capacités et les opportunités de coopération mutuellement avantageuses. Elles contribuent également à la création des richesses pour le bien de l'humanité et à la consolidation de la paix. Bien plus, l'intelligence artificielle qui de nos jours est en train de révolutionner le monde est le produit de la science et de la technologie et de l'innovation, spécialement dans la diversification de l'économie en relation avec l'observation sur l'emploi des jeunes et la sécurité. Lors de son intervention à la réunion, Samalou Kondé a relevé à l'assistance quelques avancées enregistrées en RDC dans le domaine de la science et de l'innovation technologique. En vue de contribuer à la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation, plusieurs initiatives ont été prises en République démocratique du Congo, tant au niveau du gouvernement que du Parlement, depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. Au niveau du gouvernement, il y a lieu de signaler la création du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique.
Il n'a pas non plus manqué de faire mention de la RDC qui, malgré ses nombreuses ressources naturelles, dont les minéraux critiques et stratégiques indispensables à l'innovation technologique, est victime d'une agression qui lui est imposée par les Rwandais principalement. Par cette même occasion, Sama Lukonde a réussi à inscrire au point des urgences de cette Assemblée parlementaire internationale la résolution de la RDC sur les questions sécuritaires et humanitaires dans sa partie Est et a obtenu en même temps l'appui de la majorité des parlementaires présents à ces assises. La 5e réunion ministérielle RDC-Rwanda sous la médiation angolaise ce 12 octobre à Luanda en Angola a vu les deux pays se mettre d'accord sur le plan harmonisé pour la neutralisation du FDLR en vue d'un dialogue futur entre Tshisekedi et Kagame. Les explications de Marcus Akinda. C'est un accord sur non seulement les activités et les responsabilités contenues dans le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR, mais aussi et surtout les désengagements des forces. Cet accord n'était pas important du processus de paix entre les deux pays en ce qu'il prévoit la levée des mesures de défense du Rwanda, précise un communiqué de presse du ministère congolais des Affaires étrangères. Pour ce faire, les parties ont mandaté les experts pour élaborer un plan détaillé de sa mise en œuvre dont le rapport devra être analysé lors de la prochaine réunion ministérielle qui se tiendra à une date à convenir, rajoute la même source. La RDC et le Rwanda dialoguent depuis plusieurs mois sous la médiation de l'Angola pour trouver une solution définitive en matière de paix et de sécurité dans l'est de la RDC et dans la sous-région de Grand Lac. Ceci parce que Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23 qui occupe plusieurs localités de la province du Nord Kivu et de l'Ituri à la suite d'une guerre qu'elle y mène depuis plus d'une décennie. Kigali, à son tour, accuse Kinshasa de collaborer avec les rebelles de FDLR réfugiés sur son sol depuis plus d'une décennie au lendemain du génocide au Rwanda. C'est la raison qui justifie, selon Kigali, la présence de ses forces armées en RDC en soutien aux rebelles du M23 et conditionne ainsi son retrait du sol congolais à la neutralisation de l'FDLR, avait révélé le 8 octobre dernier à New York au Conseil de sécurité de l'ONU, la chef de la diplomatie congolaise. Le parquet général près la Cour de cassation a lancé une recherche active des évadés de la prison de Makala à Kinshasa le 1er et le 2 septembre. Un acte qui avait causé plusieurs cas de vol, d'extorsion et autres vices enregistrés. À ce jour, les résultats de ces enquêtes se dessinent. Rachel Loupia. Selon une circulaire signée par le procureur général Firmin Vondembavu, plusieurs évadés sont impliqués dans des extorsions, des vols qualifiés et des tentatives de meurtre. Les sources internes au ministère de la Justice affirment qu'il ne s'agissait pas d'une simple tentative d'évasion classique, mais plutôt d'une tentative d'insurrection. Et ces plans auraient inclus les sabotages d'autres établissements comme la prison militaire d'Endolo. L'opération aurait été orchestrée de l'extérieur avec des complicités internes. Il s'agirait plutôt d'actes d'infiltration. Les enquêteurs parlent d'achat des consciences, d'argent ayant circulé et d'armes blanches introduites dans la prison malgré le fait que l'on sait que la prison de Makala est accessible à tous. Les enquêteurs annoncent que des anomalies ont été révélées, notamment le fait que certains pavillons n'auraient pas été fermés correctement, contrairement à la procédure habituelle. De plus, il est rapporté que les murs de la prison auraient été pris d'assaut dès 20h sur la pluie bien avant le 2h du matin initialement annoncé. Les parquets généraux près la Cour de cassation donnent quelques noms des personnes qui figurent parmi les évadés, dont Moïse Fumbo Engeya, alias Chululu Kagame, condamné à mort en juillet 2024 pour une association des malfaiteurs et à nouveau condamné le 10 octobre pour tentative de meurtre et évasion des détenus. Blaise Kabamba Mazanza, magistrat, est également recherché après avoir été condamné à 36 mois de prison pour torture corporelle, une affaire devenue virale sur les réseaux sociaux en début de l'année. Le secteur minier de la province du Nord Kivu a perdu plus de 5,3 millions de dollars en 4 ans suite à l'insécurité. Cette annonce a été publiée ce lundi 14 octobre par le gouverneur militaire de la province, le général-major Peter Sirimwami. Suivez. La province du Nord Kivu a enregistré plus de 5,3 millions de dollars de manques à gagner dans les secteurs miniers durant la période allant de 2020 à 2024.
Le général-major Peter Sirimwami, gouverneur de la province, a fait cette alerte au lancement de la journée minière de Goma. Au cours de cet atelier, le gouverneur de la province a rappelé que la baisse de la contribution du secteur minier dans l'assiette fiscale au Nord Kivu est de plus en plus exacerbée par les violences et les conflits armés dans cette partie. Il a par ailleurs souligné que cette province réunit une centaine d'acteurs et opérateurs miniers œuvrant dans la province. Il est important de souligner que cette journée minière de Goma, convoquée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, vise notamment à remettre l'ordre et améliorer les secteurs pour faire des minerais une source d'espoir pour la République démocratique du Congo et la province. Les élus provinciaux étaient à l'écoute du savoir pendant 3 jours, soit du 9 au 11 octobre 2024, pour être outillés en technique d'examen et de suivi de l'exécution du budget de la province du Haut-Katanga. Cette formation a été facilitée par un cabinet spécialisé dans l'appui institutionnel ainsi que la réalisation de prestations de services. Le reportage de Jean-Luc Chani, Déo Moutonge. Clôture, c'est vendredi 11 octobre 2024 du séminaire sur le renforcement de capacités des députés provinciaux du Haut-Katanga sur les techniques d'examen et de suivi de l'exécution du budget exercice 2025. Une formation qui a débuté depuis le mercredi 9 octobre dernier dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale. Pour cette dernière journée, il a été question de l'analyse des ressources et des charges de province et des entités territoriales décentralisées. Des moments forts d'échanges accompagnés de travaux en groupe ont émaillé cette dernière journée. Le premier défi est lié au manque criant de communication, donc à l'absence de communication de l'exécutif vis-à-vis de l'Assemblée. Le deuxième défi est lié à la mise à la disposition de la documentation nécessaire au processus d'élaboration et de suivi, des contrôles du budget. Après s'en est suivi le remise de brevets de différents participants, de membres de bureau et tous les députés provinciaux ont reçu les brevets à la fin de cette formation. Dans son mot de clôture, le président de l'organe délibérant, Michel Kaboumamba, a tout d'abord remercié tous les participants à cet atelier de formation, tout en les appelant à la mise en pratique de notions apprises pour le bon fonctionnement de la première institution de la province. Madame et Messieurs les formateurs, soyez rassurés que tous les honorables députés ont apprécié le sens élevé des pédagogies dont vous avez fait montre durant ces 3 jours de formation et la pertinence de vos réponses à nos différentes préoccupations. Je n'ai jamais eu le sentiment, comme aujourd'hui, du caractère non seulement utile, mais aussi indispensable de cette formation au début de la législative. Que dire de plus si ce n'est que vous féliciter de votre participation active au débat et de l'intérêt que vous avez accordé à ce travaux pour l'intérêt général de notre population et de la province. L'objectif général poursuivi de ce séminaire de 3 jours est de doter les élus provinciaux des techniques sur l'examen et le suivi de l'exécution budgétaire pour une gestion transparente et efficace des ressources publiques de la province. Bientôt, la province du Haut-Katanga sera butée à une période de soudure pour faire face à cette situation et ainsi éviter la hausse de produits de première nécessité. Le gouverneur de province, Jacques-Aboula Katoué, a inspecté le samedi 12 octobre 2024 les dépôts de la GECAMINE où sont entreposés des milliers de sacs de maïs rétrocédés par les agriculteurs bénéficiaires des intrants agricoles du gouvernement provincial. Basile Bilali. Accompagné de ses ministres de l'Agriculture et du Commerce, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques-Aboula Katoué, a inspecté ce samedi 12 octobre 2024 les entrepôts de maïs qui constituent le stock stratégique de la province en prévision de la période des soudures située entre novembre et mars.
D'abord à la Gécamine, au quartier Makomeno, puis au quartier industriel, où sont stockés de milliers de sacs de maïs. C'est plus ou moins 150 000 sacs de maïs qui sont le fruit de la subvention du gouvernement provincial en intrants agricoles aux petits et grands agriculteurs du Haut-Katanga. Surpris par cette initiative du gouverneur Jakeboula Kato qui rentre dans les cadres de la lutte contre la dépendance vis-à-vis de l'étranger en cet aliment de base des Haut-Katangais. Par ailleurs, le gouverneur a remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son apport dans la subvention en intrants agricoles. Il faut reconnaître que c'est une politique qui a été saluée par le chef de l'État parce qu'elle s'inscrit dans sa vision, raison pour laquelle nous avons bénéficié quelques années de la subvention, l'apport du chef de l'État, président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a encouragé cela parce qu'il voulait voir à tout prix la population du Haut-Katanga résoudre la question des pénuries de maïs. Alors, comme nous avons été frappés par une sécheresse, donc cette année, nous pensons que la crise elle est là, elle s'est fait déjà sentir et il faudrait que nous soyons en mesure de répondre à cette crise. Pour le Haut-Katanga, s'il n'y a pas de farine de maïs ou il n'y a pas de maïs, c'est une crise qui risque de tout paralyser. Donc nous prenons la question de maïs ou de l'agriculture avec beaucoup plus d'importance. Jakeboula Kato reste déterminé à mettre ses concitoyens à l'abri de la pénurie en maïs. Grâce à sa politique de subvention mise en place, cela fait presque 5 ans que le Haut-Katanga ne connaît pas de soubresauts quant au prix de cet aliment de base, en dehors de l'année dernière, qui fut une année particulière. Mettons un terme à cette édition du journal par cette information. Le commissaire fluvial de Kisangani, Didier Bolangui, a annoncé lundi dernier la prise de certaines mesures sécuritaires pour renforcer la sécurité des passagers ainsi que leurs biens pendant la navigation sous le fleuve Congo. Cela, dit-il, suite au naufrage survenu en début de ces mois sous le lac Kivu. Suivez. Aucune baleinière ne peut quitter les beaches au-delà de 6 heures pour voyager, ce qui veut dire que la navigation nocturne est interdite. Le respect du tonnage et des rigueurs, les baleinières ayant totalisé 5 ans de navigation doivent être mises hors trafic, a précisé le commissariat fluvial, tout en demandant aux responsables des embarcations en bois, d'une manière particulière, de respecter scrupuleusement les dispositions prises par son service. Pour plus ou moins 40 baleinières, des privés qui accostent au beach de Jalou dans la commune de Makiso, les difficultés des services de l'État chargés de la navigation sur le fleuve Congo à bien accomplir sa mission sont entre autres, selon lui, les trafics d'influence de certaines autorités en cas d'immobilisation d'une baleinière et l'indiscipline de certains armateurs. Par ailleurs, les responsables du service de navigation de Kisangani demandent à la police fluviale et d'autres services de sécurité à lui prêter main forte pour la réglementation fluviale telle que prévue par la loi. Les souhaits du commissaire fluvial de Kisangani est de voir les passagers se déplacer dans les meilleures conditions qui soient. Ainsi, il a demandé au gouvernement provincial de la Chopo de doter ses services d'un canot rapide pour secourir les baleinières et les passagers en cas d'accident et poursuivre les armateurs récalcitrants du fleuve Congo. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Vous avez été nombreux à nous suivre, mesdames, messieurs. Nous vous disons merci pour votre fidélité. D'ici là, portez-vous bien.